On va parler là, en début d'après-midi, de cybersécurité et notamment de cyberattaques. Et je voulais commencer par un petit sondage. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà été victimes de cyberattaques? Quand même, il y a quelques mains qui se lèvent. Ok. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà reçu des textos vantant une super affaire CPF? Ok. Tout ça pour dire qu'on a souvent tendance à sous-estimer le nombre de cyberattaques pour plusieurs raisons, en fait. La première, c'est que parfois on ne s'en rend pas compte. Enfin, souvent d'ailleurs, même on ne se rend pas compte qu'on est victime d'une cyberattaque. Et la deuxième, c'est que même quand on se rend compte, parfois on a un peu honte. Et du coup, on n'ose pas porter plainte, ce qui fait qu'on a très peu de chiffres fiables. Et ça, je pense que mes invités autour de cette table le confirmeront. Du coup, c'est l'occasion d'être très attentif à cette table ronde qui va lier deux mots qu'on n'associe pas naturellement, cybersécurité et numérique responsable, et pour voir comment finalement le numérique responsable peut être au service d'une cybersécurité renforcée. Et pour parler de tout ça, je suis accompagnée de Marc Stulman, conseiller régional d'Occitanie et président de Cyberrock. Bonjour Marc. Bonjour à tous. De Jean-Christophe Elino, directeur de Nouvelle-Aquitaine Open Source. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à tous. Et du général Lagrange, commandant de la région de gendarmerie Occitanie. Bonjour général et merci d'être avec nous. Alors la première question que j'ai à vous poser, ça rejoint un peu ce sondage que je viens de faire. Est-ce que vous savez de combien de cyberattaques vous êtes victime en moyenne ou vous avez subi dans le passé? Marc. Alors, en fait, même la présentation, elle est entre guillemets biaisée puisque on a des systèmes de sécurité qui écartent un certain nombre de cyberattaques dont on n'a jamais connaissance. Ça veut dire que globalement, toutes les tentatives d'envoyer des SMS, elles peuvent être bloquées directement chez l'opérateur. Il y a tout un système qui fait que globalement, on n'en sait rien. Pour moi, il n'y a que deux chiffres qui sont vrais et vous verrez qu'ils ne veulent rien dire. C'est dans les textes européens sur la cybersécurité. Entre la directive qui va rentrer en application au 17 octobre et le Cyber Resilience Act. Dans la directive, il est indiqué que la cybercriminalité, c'est 1 000 milliards d'euros par an. Dans le Cyber Resilience Act, qui est actuellement en discussion, donc à 2 ans d'intervalle, ils annoncent 5 000 milliards d'euros. Traduction, même à l'échelon européen, on ne sait même pas quelle est la surface d'attaque financière de la cybersécurité. Donc tous nos chiffres sont faux. Entre 1 000 milliards et 5 000 milliards, globalement, l'écart, c'est la dette de la France, pour vous donner même plus que la dette de la France. Tous les chiffres sont faux. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est prégnant, c'est partout. Et finalement, votre question, finalement, elle reviendrait peut-être pour un médecin à qui on demanderait, mais est-ce qu'on peut compter le nombre de microbes? La réponse est non, on ne peut pas savoir le nombre de microbes. Pourtant, on sait qu'ils existent et on sait qu'il faut s'en prémunir. Général, est-ce que vous partagez ce même constat? C'est qu'on n'en sait rien finalement? On ne connaît pas les chiffres? Effectivement, j'aimerais vous dire qu'on les connaît parfaitement, mais je pense que mes camarades n'auraient pas la même réponse. Non, bien évidemment, on n'en sait rien. On a une idée quand même assez claire. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. On a une idée assez claire de ce qu'on détecte, parfois de ce qu'on repousse. Je dis parfois parce qu'en fait, c'est forcément inscrit quelque part. Mais c'est inscrit dans des bases de log absolument illisibles et très très longues. Donc on a une idée de ce qu'on repousse parfois, et puis on n'a surtout aucune idée de ce qu'on ne repousse pas. Pour vous donner un petit exemple, on a travaillé sur les JO, on sort de cette période qui était une période remarquable pour la France, et je pense sans aucun doute que vous avez, comme moi, vivré devant les performances de nos sportifs. Entre deux Olympiades, c'est entre 1000 et 10 000 fois plus de menaces que l'Olympiade passée. Sachant qu'on suit ces stats depuis maintenant quelques années, mais ça devient absolument incroyable. C'est digne de... Ça ressemble un peu à la loi de Moore sur la performance des ordinateurs, c'est sans doute d'ailleurs lié, la performance des processeurs, etc., et des mémoires. Donc c'est à chaque fois multiplié par à peu près 1000. Pourquoi on ne peut pas avoir vraiment d'idée? C'est qu'est-ce que c'est qu'une cyberattaque finalement? Aujourd'hui, une cyberattaque, c'est une attaque qui se passe parfois. Vous allez vous faire escroquer dans le cyberespace. Vous allez dire que c'est une cyberattaque. C'est pas tout à fait faux. Moi, j'ai des gendarmes que je forme particulièrement à la cyber. Ils vont lutter contre des vols de voitures
avec des moyens numériques ou des moyens cyber, parfois au travers du cyberespace, mais parfois pas. Donc en fait, finalement, la cyberattaque est très très vaste. On vous a posé la question sur un SMS que vous avez pu recevoir. Effectivement, est-ce que ça consiste en une cyberattaque? La question mérite d'être posée. Et bien évidemment, on le traite de la même façon parce que l'enjeu pour nous, pour être efficace, c'est de comprendre son environnement et de comprendre un environnement numérique qui est de plus en plus complexe. Pour être un bon gendarme aujourd'hui, il faut comprendre cet environnement numérique. Ce n'est pas forcément simple. Donc tout est un peu cyberattaque et donc on a du mal à avoir un état complet. Le rapport que je pourrais vous faire, si vous voulez, c'est que pour moi, la cyberattaque, il n'y a rien de nouveau en fait dans une cyberattaque. On parle beaucoup de rançongiciel. Bon, effectivement, quand tout est bloqué chez vous, vous savez que vous avez eu un problème. Mais il y a plein de gens qui ont eu préalablement à un rançongiciel des intrusions dans leur système pendant des mois, voire des années avec des vols de données et qui ne s'en apercevaient pas. Donc en fait, c'est assez difficile à éprouver. Mais toutes ces attaques-là, il n'y a rien de nouveau finalement. On a transcrit dans le monde physique, dans le monde virtuel, pardon, on a transcrit à travers des outils numériques de la délinquance qui existait déjà. Finalement, aujourd'hui, on parle d'escroquerie à l'ivoirienne ou à la nigériane, vous savez à peu près ce que c'est. On vous dit que finalement, vous avez gagné un gros lot, mais qu'il faut que vous payiez un peu d'argent pour pouvoir le libérer, parce que voilà, c'est des gens qui envoient ces messages par cagette de 12, mais c'est juste des bons escrocs quelque part. Vous avez peut-être reçu un courrier du directeur général de la gendarmerie, ou pourquoi pas à mon nom, il y en a qui ont circulé aussi, comme quoi vous vous étiez rendu coupable de faits absolument atroces et qu'on vous demandait de payer pour annuler les poursuites. Sachez qu'à chaque fois qu'il y a ce courrier, le directeur général reçoit des chèques, donc comme quoi ça marche. Mais ceci étant, naturellement, on ne les encaisse pas et naturellement, on déclenche une enquête qui suit. Mais ce sont à chaque fois des tentatives d'hameçonnage. Finalement, c'est des escroqueries. Donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines sur ce sujet-là. La totalité du spectre de l'infraction, finalement, sera un jour une cyberattaque. Aujourd'hui, on peut parler effectivement d'escroquerie la plupart du temps. Ça tourne quand même beaucoup autour de l'argent, du détournement d'argent. Quand on bloque et qu'on hameçonne quelqu'un, c'est pour lui escroquer de l'argent. Quand on a un rançongiciel, on demande une rançon. Mais demain, ce ne sera pas forcément que pour ça. Demain, quand on aura des systèmes connectés, de pinces à glycérine, par exemple, pour des gens qui seraient diabétiques, de pacemakers connectés, on aura sans doute des délinquances un peu plus graves, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas un seul volet de la délinquance qui échappera à ce côté-là. Et tout ne passera pas forcément derrière une sonde de détection d'intrusion, derrière une sonde de détection de spam. Donc effectivement, il est assez difficile d'avoir une idée exhaustive de ce qui se passe. J'allais dire quand même, c'est comme la délinquance, on en a toujours, il n'y a pas de délinquance zéro, mais on arrive quand même, par des moyens adaptés de la formation et des personnels, à garder ce niveau de délinquance à un seuil qui permet quand même une tranquillité publique. Et donc, il y a tout lieu quand même d'être très optimiste. Vous trouverez peut-être mon discours un peu pessimiste, je ne le suis absolument pas, mais je pense qu'effectivement, on a du mal à endiguer le phénomène, on a du mal à le comprendre, mais en fait, cette délinquance remplacera peut-être une autre délinquance qui est aujourd'hui physique et dans la vraie vie, et le volume global de délinquance, de risque finalement, n'augmentera pas et on peut continuer à espérer des beaux jours avec une grande tranquillité publique. Voilà. Il y a une anecdote d'ailleurs marrante qui me fait penser à ce que vous venez de dire sur le hameçonnage. C'était un témoignage de Mounir Majoubi qui racontait qu'il avait essayé de sensibiliser tout le ministère au hameçonnage et qu'il avait dit à tout son personnel ne cliquez pas sur des pièces jointes quand ça vient d'un mail que vous ne connaissez pas, etc. Et un mois plus tard, il y a un mail provenant de son nom, Mounir Majoubi, qui avait été envoyé à tout le monde en disant attention au hameçonnage. Et en fait, c'était un hameçonnage. Du coup, il y avait un lien. Tout le monde a cliqué dessus. Et ils se sont fait pirater, quoi. Pour rebondir là-dessus, on est sur un monde un peu schizophrène. On répète à tout le monde de ne pas cliquer. Mais nos grandes administrations envoient encore des mails à cliquer. Moi, il n'y a pas longtemps, j'avais dans mon appartement mis à disposition par la gendarmerie, il n'avait pas de compteur Linky. J'ai reçu un SMS pour mettre à jour mon relevé de compteur. Et naturellement, j'ai pensé à un hameçonnage comme tout le monde aurait pensé. Puis bon, au bout de 2 mois, j'ai reçu un courrier qui me disait que si vraiment je ne le faisais pas, j'allais avoir 8 € par mois de frais, etc. Bon, et il se trouve que c'était un mail qui m'était envoyé par l'opérateur d'énergie. Donc oui. On a un monde un peu schizophrène et il faudra aussi qu'on travaille sans doute là-dessus. Du coup, moi, la question que je me pose peut-être de manière un peu naïve, c'est on vient d'exposer un peu le flou dans lequel on était, la complexité dans laquelle on est, et du coup, comment est-ce qu'on construit une politique publique en matière de cybersécurité? C'est quoi le budget? C'est quoi les priorités? Comment est-ce qu'on y intègre du numérique responsable aussi? Marc, si vous pouvez nous expliquer.
Alors, sur comment on construit une politique publique en matière de cybersécurité, déjà, la première des valeurs qu'on va essayer de défendre, c'est d'être très, très humble. Concrètement, la région Occitanie, on a un budget, mais le budget global de la région Occitanie, ça doit représenter 1% du budget mondial des pirates informatiques. Donc de toute façon, la question de construire une politique en matière de cybersécurité, c'est un peu comme construire une politique en matière de santé publique. On sait qu'il y aura des problèmes, on sait qu'on va gérer des crises, et ce qu'on souhaite, c'est accompagner au mieux ceux qui sont victimes. Et pour accompagner au mieux ceux qui sont victimes, je parle sous votre contrôle, la vraie solution, c'est de prendre son bâton de pèlerin et de sensibiliser. Parce qu'une entreprise qui se fait pirater, globalement, une entreprise sur 2 qui se fait pirater dépose le bilan dans l'année qui suit. Ça veut dire que 50% des entreprises piratées disparaissent. Et partant de là, on sait donc le coût d'une cyberattaque. On sait le coût pour la société en tant que corps social, pour notre monde économique des cyberattaques. Et face à ça, ce qui est le plus rentable, c'est la prévention, c'est augmenter ce qu'on appelle le niveau de résilience. Même si moi, j'aime pas beaucoup cette expression de résilience, parce que la résilience, c'est revenir à l'état identique. On a un état, il y a une crise, et on revient à l'état identique. Sauf qu'en matière de cybersécurité, on sait pertinemment que les attaques, elles seront régulières et elles sont protéiformes. Il n'y a jamais une entreprise, à part si elle est dirigée par des gens un peu bébêtes, on va dire ça comme ça, elle ne va jamais se faire pirater 2 fois de la même façon. Donc le sujet, ce n'est pas la résilience, c'est un vieux concept de philosophie qui a été repopularisé par Nicolas Taleb, c'est l'antifragilité. C'est-à-dire on ne revient pas à son niveau antérieur, mais on essaye de s'améliorer. On essaye de développer de monter en gamme. Et pour ça, là, par exemple, si je prends l'exemple de la région Occitanie, on a monté une agence de cybersécurité qui s'appelle CyberRock, qui est à la fois un centre de réponse à incidents. C'est le seul chiffre que je donnerai. On a un numéro de téléphone, c'est le 0800 71 13 13, et à la fois un centre de ressources. Vous êtes victime d'une cyberattaque, vous êtes une entreprise, vous appelez, et on va vous accompagner. On ne remplace pas la police et la gendarmerie, on va vous accompagner, par exemple, dans le dépôt de plainte. Si vous ne déposez pas plainte dans les 72 heures, vous n'avez pas de mécanisme assurantiel possible. Et on va vous accompagner aussi dans la remédiation avec des prestataires locaux, des prestataires qualifiés, et éviter ce qu'on a pu observer sur certaines cyberattaques, où finalement le remède était pire que le mal, parce que le prestataire choisi n'était absolument pas qualifié, était bien sûr hors de prix eu égard à l'urgence, et le chef d'entreprise s'est retrouvé cyberpiraté une première fois et presque cyber-escroqué une deuxième fois. Donc face à ça, on a monté donc CyberRock, qui vous accompagne tout au long de la crise. Et en plus, on fait des formations, des sensibilisations, des partenariats avec des groupements pour essayer de collectivement répondre. Jean-Christophe, vous êtes spécialiste du libre, et le logiciel libre, c'est presque ce pont parfait entre cybersécurité et numérique responsable. En quoi est-ce que ça peut être une solution, le logiciel libre ? Merci Lorraine. Alors avant de revenir effectivement sur les problématiques de logiciel libre, je voudrais juste faire le lien, si vous le permettez, entre cybersécurité et numérique responsable. On a quelques points communs comme effectivement l'approche cycle de vie, le bind design, la réglementation, quelle qu'elle soit, la maîtrise et surtout la souveraineté. Cette notion de souveraineté, pour moi, elle est fondamentale, et y compris dans la cybersécurité. La souveraineté, c'est la souveraineté des infrastructures, c'est la souveraineté des data centers, des serveurs et des postes de travail. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, il y a un câble qui a été mis en service, qui est arrivé dans un petit village à côté de Lacanau, là, chez nous, en Nouvelle-Aquitaine. Et l'Office du tourisme était particulièrement étonné à l'inauguration de ce câble qui s'appelle Amitié, de voir le nombre de réservations de chambres d'hôtel de ressortissants chinois et russes. Cette arrivée de câble, cette inauguration a entraîné un intérêt tout particulier, effectivement, de la part de cette population. Quand on parle de souveraineté des infrastructures, en général, quand on a un câble qui arrive, ces câbles aujourd'hui qui traversent l'Atlantique, 90-95% sont des câbles qui dépendent des GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Meta et, j'ai oublié le dernier, Apple, pardon.
Ces câbles, aujourd'hui, on trouve des data centers, effectivement, qui appartiennent à ces GAFAM. Et il y a toute cette importance à donner à cette notion de souveraineté numérique, forcément en lien avec la cybersécurité. Et c'est là que le logiciel libre trouve effectivement, amène un intérêt particulier. Vous avez aujourd'hui, de par le logiciel libre et donc l'ouverture de son code, la possibilité d'auditer ce code et de vous assurer effectivement qu'il n'y a pas de backdoor, de porte dérobée, de faille. Vous avez la possibilité de contribuer, donc d'améliorer ce code. Et effectivement, aujourd'hui, dans la cybersécurité, on trouve beaucoup d'entreprises de la filière open source. Je pense notamment, par exemple, à Parsec, mais il y en a bien d'autres qui amènent des solutions et qui permettent de parer à ces attaques. Et justement, vous, Général, vous avez fait le choix à la gendarmerie d'équiper un certain nombre de postes sous logiciel libre en utilisant la grande famille Linux. En quoi est-ce que ça a été un choix stratégique et ancien d'ailleurs, parce que ça fait quelques années maintenant? Est-ce que c'est parce que c'est plus sûr? Est-ce que c'est parce que c'est plus souverain? À l'époque, je ne vous cache pas qu'on ne parlait pas de cybersécurité. On parlait de sécurité de système d'information et le RSSI, quand on lui posait une question, il disait non. Donc en fait, c'était quand même un peu facile. On était militaire, donc voilà, un clavier sans fil, c'est absolument atroce et c'était plein de vulnérabilités. On a bien évolué, mais le choix à l'époque n'était pas du tout lié par ça. Mais je vais refaire justement un petit historique. La gendarmerie, c'est 104 000 personnels sur environ 4 000 casernes en métropole et outre-mer. Vous avez donc des brigades, c'est notre échelon territorial le plus petit, qui correspond à un canton. Hein, c'est un peu le poste à cheval il y a plusieurs centaines d'années. Et donc, on a des brigades un peu partout. Jusqu'en 2005, ces brigades n'avaient pas de réseau intranet, n'avaient pas de réseau informatique. Donc, on avait quand même des ordinateurs, on était hyper moderne. Mais j'ai connu cette gendarmerie-là. Moi, je me rappelle avoir fait les notations de mes gendarmes sur un ordinateur qui n'était pas branché. Je prenais une disquette et je mettais tout sur la disquette. Je donnais la disquette à mon conducteur qui prenait la vieille Citroën BX et hop, qui faisait la navette jusqu'à l'échelon suivant. J'étais à 3, l'échelon c'était Reims. Il emmenait la disquette à Reims, c'était repris à Reims, etc. Et on fonctionnait comme ça. N'avait du réseau informatique que les chefs-lieux de département, les chefs-lieux de région et les écoles de gendarmerie. Donc on avait à peu près 200 sites. Naturellement, ce n'était pas tenable et on a décidé d'équiper de réseaux informatiques la totalité de nos brigades. Donc, c'est une décision qui est prise au début des années 2000, qui a été assez longue parce qu'il a fallu câbler, ne serait-ce que ça, hein, câbler les unités. On l'a fait au strict minimum. Mais malgré ça, vous avez des vieilles casernes qui sont monuments historiques. Il y a des casernes, on ne peut y aller qu'en pirogue ou en hélicoptère, notamment outre-mer. Vous avez des casernes qui ne sont joignables que par satellite. Il n'y a pas de câble, il n'y a pas d'ADSL. Et donc, il a fallu d'abord équiper de réseau local ces unités et de les raccorder. Et nous l'avons fait en 2005. Toutes les gendarmeries ont été raccordées au réseau intranet. On est passé, ce faisant, de quelques milliers, de 5 ou 6 000 utilisateurs à 100 000 utilisateurs, à 90 000 machines connectées. Et la question s'est posée, est-ce qu'on a l'argent pour le faire? Ça nous avait déjà coûté fort cher. Bon, alors, en gendarmerie, on aime bien garder. Alors souvent, on nous dit, vous avez des antiquités, vous êtes très conservateur, c'est vrai. Parfois, c'est un peu perçu comme étant anti-green IT ou en tout cas anti-environnemental, mais je ne pense pas. Je vais vous donner un exemple de notre façon de travailler, mais les véhicules de gendarmerie, le critère de réforme, c'est 200 000 km ou 10 ans. Donc, on essaye de faire vivre nos véhicules parce qu'on estime que jeter un véhicule qui est encore en état de marche, s'il est encore présentable, finalement, pour l'environnement, ce n'est pas une bonne solution non plus. Alors, bien évidemment, quand on a un véhicule de 10 ans, il n'est pas tout à fait aux derniers critères Euro 6 ou Euro 7, mais on pense que c'est aussi une façon d'être responsable. C'est un peu pareil pour les ordinateurs et c'est un peu pareil pour nos réseaux. Donc, on a développé tous ces réseaux et on n'avait pas l'argent pour y mettre des logiciels pour les 100 000 gendarmes. On s'est dit, est-ce qu'on se contente de leur mettre un traitement de texte? On savait payer à peu près 100 000 licences Word, on ne savait pas payer 100 000 pack Office et on avait déjà du mal à payer les 100 000 licences Windows. Donc on a commencé dès 2002 ou 2003 à prendre, il y avait des suites bureautiques disponibles et on a commencé à prendre ces suites bureautiques. Je ne vous cache pas, j'ai été bêta-testeur des premiers OpenOffice. Bon, c'est sûr qu'à la maison, j'avais la suite Microsoft et c'était quand même beaucoup plus facile de travailler sur mon ordinateur personnel parfois que sur l'ordinateur du boulot. Ceci étant, ces logiciels ont vraiment beaucoup évolué avec l'aide de sociétés ou de contributeurs au monde open source. On a commencé en début des années 2003 et on a fait tout notre logiciel de rédaction de procédures sur la suite OpenOffice, qui est devenue après LibreOffice, etc. et on l'adapte. Ça, c'était la première étape.
La deuxième étape, c'était les packs Windows. On avait un data center qui était comme tous les data centers, hein, avec des grandes cartes. Ça prenait une salle entière, hein, jusqu'en 2000-2001. D'où d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, l'origine du mot bug. Hein, c'était des cafards qui se promenaient entre des gros composants dans les cartes. Bon, j'ai connu le démontage de ce data center, moi, quand j'étais jeune lieutenant. Et on a commencé à multiplier les machines. Alors aujourd'hui, on a de la virtualisation de serveurs, on a des data centers actifs. Mais à l'époque, la modernisation consistait à mettre un ou plusieurs machines par application, et on a vu pondre finalement un nombre de serveurs incroyable dans nos data centers, ce qui n'était pas, on n'appelait pas data center à l'époque, mais centre de production informatique. Et on s'est posé la question des licences Windows. Et on s'est dit, on ne sait pas les payer non plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et on a décidé d'aller un peu plus loin. On s'était déjà passé du pack Office. Et donc, petit à petit, on a développé sur une base open source, alors différentes distributions en fonction du fait qu'on ait des solutions qui soient plutôt pour des applicatifs serveurs ou pour des solutions bureautiques individuelles. Pour la solution bureautique individuelle, aujourd'hui, on utilise une distribution Ubuntu qu'on a tunée au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, on est quasiment open source. On a donc la totalité de notre parc informatique tourne sur Ubuntu. On a été plus loin. On a également développé une flotte de smartphones où on ne savait pas sécuriser correctement un iPhone. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas faisable de le sécuriser correctement. Et il y a eu différentes affaires qui l'ont démontré. Et donc, on s'est rapproché de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. On est reparti d'un Google, mais d'un Google AOSP, hein, la source open source originelle. Et on a des gendarmes qui la développent. Et on a développé complètement notre contenu métier. On a un magasin d'applications qui, naturellement, n'a pas accès au store. Alors, nos gendarmes, des fois, aimeraient bien pouvoir mettre la dernière application à la mode qui donne des notifications quand le train arrive en retard ou n'est pas sur le bon quai. Ça, naturellement, ça ne marche pas sur nos propres smartphones, mais on a complètement développé cette source. Donc, comprenez bien que notre besoin de départ, c'est clairement un besoin financier. Je vous ai parlé des smartphones, c'était exactement pareil. On a étudié tout un tas de solutions pour sécuriser les smartphones. Ceux qui ont travaillé sur ces projets le savent. Il faut chiffrer le smartphone, il faut des outils VPN, il faut des logiciels de gestion de flotte. Enfin, il y a tout un tas de logiciels à mettre en place. Et chaque logiciel coûte quelques euros par individu et par mois. Et nous, on est 100 000. Et donc, ça fait tout de suite des budgets absolument colossaux. Donc, on a développé tout ça. Et aujourd'hui, nos smartphones nous coûtent un abonnement et nous coûtent à peu près 300 € pour un smartphone qu'on arrive à faire vivre 5 ou 6 ans. Parce que je reviens sur le côté un peu green IT. L'open source, c'est aussi un moyen, parfois, de rendre plus performants des plateformes qui paraissent obsolètes avec des outils qui ont pignon sur rue. Et donc, on redonne une nouvelle jeunesse. On arrive à garder nos ordinateurs 6 à 7 ans. On aimerait les changer tous les 5, mais on n'y arrive pas financièrement. Et en tout cas, les gendarmes travaillent sur des ordinateurs, pour certains, qui ont 6 ou 7 ans. Et les smartphones, notre cible, c'est 5 ou 6 ans. Donc, il y a plusieurs volets vraiment intéressants sur l'open source. Et je vais répondre rapidement pour finir à la dernière question, c'est est-ce que c'est sécurisé? On pourrait craindre que non, finalement, parce que on prend des souches logicielles qui sont disponibles, où il y a eu tout un tas de contributeurs, où il peut y avoir des backdoors. Néanmoins, quand vous faites le choix de l'open source, vous faites aussi le choix d'internaliser une partie de votre compétence. Et quand vous internalisez la compétence, vous êtes forcément plus sécurisé que quand vous confiez la totalité à des prestataires que vous ne connaissez pas forcément. Donc en fait, nous, la sécurisation de notre système d'information, on l'a eu par des diminutions de surface de vulnérabilité, ça c'est essentiel. Plus vous êtes ouvert sur Internet, plus vous pouvez vous faire attaquer. Par des ruptures protocolaires ou par des choix techniques qui ne sont pas forcément des choix grand public. Il y a des attaques sur Ubuntu, mais il y en a beaucoup moins que sur Microsoft Windows. Et par de l'internalisation de compétences, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des partenaires, hein, mais quand on travaille avec l'ANSSI pour sécuriser nos smartphones, finalement on a une solution qui n'est pas trop déconnante en termes de sécurité, même si d'autres industriels savent faire aussi bien. Ça a l'air formidable, raconté comme ça. Ceci dit, il y a quand même un certain nombre de freins qui bloquent l'adoption du logiciel libre. Je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis, mais il y a quand même un problème d'expérience utilisateur. Il y a quand même aussi un problème de compétences, d'accès à ces solutions. Comment est-ce qu'on peut faire pour lever ces freins, Jean-Christophe, pour une adoption plus massive ? Écoutez, moi, Lorraine, j'aimerais bien voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, si vous permettez, en arrivant de Bordeaux. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, il y a 90% des entreprises qui utilisent du logiciel libre sans nécessairement le savoir, à partir de Firefox, de Thunderbird, de LibreOffice, et ça marche plutôt pas mal. Le noyau Linux, qui est véritablement le cœur du système d'exploitation libre, aujourd'hui, c'est 15 000 contributeurs de 400 entreprises différentes. Donc, effectivement, d'un point de vue serveur, d'un point de vue
compétences. Il y a cet écosystème qui existe et qui est capable de faire des choses. Je vais vous rejoindre sur un point. Il y a pour moi 2 problématiques. Il y a un endroit véritablement où le logiciel n'a pas pris. Je ne sais pas si vous avez une idée dans la salle. Bon, ben, je vais continuer a priori. C'est le poste de travail. Le système d'exploitation qu'on va trouver sur le poste de travail, aujourd'hui, globalement, en France, c'est 2% d'utilisation. Il y a des pays qui sont un petit peu plus en avance. L'Inde, aujourd'hui, les distributions Linux, c'est 15% des postes de travail. Mais en France, ça a du mal. Et pourtant, comme disait le général, aujourd'hui, un Ubuntu, c'est quelque chose de très ergonomique à utiliser et plutôt simple à installer. Il y a une deuxième problématique, et c'est sans doute là où le logiciel libre doit faire des progrès, c'est cette notion d'intégration de solutions pour arriver au même niveau de service que peut proposer un Office 365. Aujourd'hui, vous avez un LibreOffice d'un côté, vous avez un Thunderbird, vous allez avoir un serveur de messagerie de l'autre côté, par exemple BlueMine, qui est donc une société qui propose une solution équivalente à Exchange. Et il n'y a pas d'intégration, on peut rajouter la solution de Visio, il n'y a pas d'intégration à tout ça, et c'est peut-être là-dessus qu'aujourd'hui le logiciel libre doit faire des progrès, c'est arriver à proposer une solution entièrement packagée. Marc, je vais juste passer la parole à Marc, parce que vous aussi, vous avez fait le choix de sortir progressivement d'Office. Est-ce que vous rejoignez ce qui vient d'être dit ? Alors je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Pour vous donner un peu l'arrière du décor, en région Occitanie, on arrivait à la fin du marché public d'Office 365 et on s'était dit, bon, on va renégocier. Au début, on s'est dit, on va être dans la continuité de ce qu'on faisait, jusqu'à ce que Microsoft nous indique qu'ils allaient augmenter de 40% le tarif des licences. Et vous imaginez, on a environ 8000 agents, donc vous imaginez le nombre de postes et l'explosion que ça représentait. Et face à ça, au début, on s'est dit, bon, c'est peut-être une façon de négocier un peu cavalière, mais ça reste une façon de négocier. Donc on s'est dit, on va rentrer en négociation. Puis en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas du tout une négociation qu'ils voulaient mener, c'était une affirmation. En sachant en plus que la région Occitanie, on était dans les 50 plus gros clients Microsoft Office 365. C'est-à-dire qu'ils nous ont augmenté ils nous proposaient une augmentation de 40% à, entre guillemets, des clients qu'en principe on choisit particulièrement. Quand on est rentré en négociation, j'avoue, moi j'ai été un peu surpris par déjà, je trouvais que c'était pas une offre commerciale acceptable, mais on était au-delà du champ de la négociation. Mais j'ai trouvé en face de moi des interlocuteurs, et je peux en parler, puisqu'en plus maintenant ils sont plus en poste chez Microsoft, qui m'ont expliqué que de toute façon j'avais pas le choix, et que si jamais je partais dans l'aventure libre, j'allais devenir aussi célèbre que Louvois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le logiciel métier, c'était l'armée qui avait fait un logiciel de paye. Ouais. Alors moi, un peu taquin, j'avais dit que si je devenais aussi célèbre que Louvois, ça me convenait parfaitement, puisque Louvois était un ministre des Finances assez connu, hein, pour le coup. Ça ne les a absolument pas fait rire chez Microsoft. Mais, et blague à part, on est parti là-dessus. Et moi, je me souviens, à la fin, on s'est dit, bon, ben, en fait, on ne signera pas à 40%, parce que ça veut dire que la fois d'après, c'est encore 40%, et la fois d'après, c'est encore 40%, et à la fin, le budget de la DSI région permettra d'acheter une seule licence Office 365 dans 30 ans. C'était ça, en fait. Donc, on va essayer de prendre du logiciel libre, on va regarder tout ce qui se fait. Et je vais vous dire, on a réussi en grande partie à passer sur du logiciel libre, à internaliser parfois, à utiliser des solutions. On est encore en train de tâtonner sur un certain nombre de choses, mais il n'y a pas eu de... Enfin, je vois des agents région partout dans la salle. Il n'y a pas eu de démission en masse, il n'y a pas eu de pétition disant que qu'on revenait à l'âge de pierre. Et l'air de rien, la conduite du changement s'est très très bien passé, et j'avoue que régulièrement, quand je croise des gens de GAFAM, je rappelle que finalement, nous, on a survécu. Et du coup, on a été inspirant pour d'autres collectivités qui n'osaient pas passer à l'échelle, qui n'osaient pas passer le step, et qui se sont dit, si la région Occitanie, la plus belle, désolé pour Nouvelle-Aquitaine, mais bon, la plus belle région au monde, était passée, c'était possible pour des plus petites structures. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, là où par contre je mettrais un bémol, au-delà même de l'interopérabilité, le vrai problème aujourd'hui du logiciel libre, c'est l'UX. On ne peut pas demander à des agents
raisonnablement de travailler avec des UX qui datent du début des années 2000. Steve Jobs a gagné son pari contre Microsoft parce que sur les fenêtres du premier Mac, il avait forcé 2 choses, les bouts arrondis, comme sur les panneaux de signalisation. Vous savez, si vous prenez le Lisa, le premier Mac, les fenêtres sont légèrement arrondies sur le dessus. Et deuxièmement, puisqu'il avait fait des études de calligraphie sur l'empattement des polices. Et les polices du Mac étaient beaucoup plus lisibles. Et tant qu'on n'arrivera pas collectivement, et je jette la pierre à personne, à se dire que le moteur c'est génial, mais qu'on aime bien que la Ferrari elle ait qu'elle soit légèrement profilée, qu'elle ne ressemble pas à une Kangoo, j'ai rien contre les Kangoo, mais vous avez compris l'image, il y aura une difficulté à utiliser du libre. Et j'en terminerai juste. Pour moi, le meilleur exemple, c'est que quand Mac est passé sur macOS 10 et donc a pris un noyau Unix qui reprend énormément de choses qui ont été développées en libre et que beaucoup aujourd'hui des API du Mac, in fine, sont les héritières des logiciels libres, personne ne considérerait aujourd'hui que macOS n'est pas quelque chose de très ergonomique. Donc, c'est possible. Mais il faut juste que collectivement, on accepte qu'il y ait un petit travail à faire là-dessus, parce que entre Thunderbird, si vous ne mettez pas de skin, si vous ne mettez rien, et Outlook, on ne va pas se mentir, il y en a un, au moins on rajeunit, on est resté dans les années 2005, et l'autre, il est plus user-friendly, tout simplement. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Je mettrais quand même juste un petit bémol sur ce qu'on attend finalement d'un ordinateur professionnel. Si effectivement on attend d'un ordinateur professionnel de le donner aux premières personnes qu'on recrute sans aucune formation, sur aucun logiciel, et c'est ce qu'on a malheureusement tendance à faire, on lui dit démerde-toi, c'est le même logiciel que tu as chez toi, il y a de fortes chances qu'il est Microsoft et il y a de fortes chances qu'ils soient en difficulté. Maintenant, si effectivement on attend d'un ordinateur professionnel qu'il soit d'abord un ordinateur professionnel et pas forcément un ordinateur en vacances pour mettre des vidéos à son gamin d'un MPEG qu'on a codé soi-même et dont le codec VLC n'est pas encore à jour et qu'on n'y arrive pas, etc. Et ben, si l'ordinateur professionnel reste un ordinateur professionnel, moi j'ai pas de gendarme qui ait des difficultés d'ergonomie avec un Ubuntu et pourtant, je vous assure, ils sont pas du tout tous techniciens. Notre Ubuntu est très simple. Par contre, on ne fait pas tout avec notre ordinateur. On a quelques boutons, on a toutes nos applications. C'est vrai que c'est un problème parfois de design et d'intégration aussi. Mais ce problème d'intégration, c'est un problème finalement des équipes IT. Quand vous cherchez un antivirus qui doit à la fois tourner sur des postes de travail Ubuntu, mais qui doit également être installé sur un serveur Linux dans votre data center, ça limite parfois la concurrence. Quand vous voulez installer une nouvelle caméra pour filmer des gardes à vue, effectivement, il faut vérifier que le driver fonctionne, etc. Mais c'est un problème des équipes IT. En tout cas, une fois que ça fonctionne, nous, on ne fait pas tout avec notre ordinateur. Les usages sont limités. Mais pour travailler, tout ce dont j'ai besoin pour travailler, l'ergonomie est tout à fait correcte. On a du Firefox, comme ça a été dit. On a du Thunderbird qui me permet de faire à peu près tout ce dont j'ai besoin. Je sais mettre un message d'absence quand je m'absente. Je sais transférer, faire des règles, etc. Il y a quelques petits trucs autour, parfois, de certaines macros Excel qui sont un peu compliqués à transplanter. Mais globalement, tout ce dont j'ai besoin pour travailler, je le fais avec une ergonomie. Je ne suis pas non plus à titre personnel un gros contributeur du monde libre et pour autant, je n'ai pas de difficulté avec mon PC Ubuntu. Alors, vous m'excuserez, Monsieur Stutzman, mais j'ai 2 points de désaccord avec vous. Le premier, c'est le fait que la région Occitanie soit la plus belle du monde. Mais je ne vais pas épiloguer parce que je suis minoritaire. Et surtout, le deuxième point, c'est l'ergonomie. Moi, je suis désolé, aujourd'hui, un Ubuntu, dans sa dernière version, on obtient quand même quelque chose de très, très ergonomique, très utilisable. Et je pense que dans tout projet, quel qu'il soit, c'est la conduite du changement qui fait la différence. Il faut accompagner, il faut sensibiliser, il faut amener les gens vers les nouveaux logiciels, la nouvelle interface. Et ça se passera bien, quelle que soit l'interface. Merci, je pense qu'on peut s'accorder sur cette conclusion et peut-être ouvrir les questions à la salle. Est-ce que certaines veulent réagir ? Emmanuel. Merci beaucoup. Alors, je tenais déjà à remercier beaucoup le général Lagrange pour sa présence, parce que ça fait 6 ans que je travaille sur le numérique responsable et ça fait 6 ans que j'espérais avoir un témoignage comme le vôtre. Donc vraiment, du fond du cœur, merci pour votre présence et on espère qu'on pourra avoir de prochains échanges.
Je renonce à mettre d'accord la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie, sur laquelle des deux est la plus belle, ayant des racines en Aquitaine et vivant en Occitanie. Par contre, je tiens à souligner que je pense que la gendarmerie, vous êtes des champions du monde en termes de numérique responsable, réellement. Et que peut-être vous l'ignorez, mais augmenter la durée de vie des équipements comme vous le faites, c'est la toute première des bonnes pratiques que l'on recommande au sein de l'Institut numérique responsable, au sein du Shift Project. Là, je pense qu'on pourrait mettre tous les acteurs du numérique responsable d'accord, ce qui est un exploit. Donc vraiment, bravo pour ce que vous faites. Le témoignage aussi sur la sécurité, je pense que vous êtes l'acteur le plus crédible possible. Et je peux juste inviter à avoir ce type de témoignage au sein du campus cyber. Je ne sais pas si la gendarmerie est membre du campus cyber, et ce serait ma première question. Et puis la deuxième question, ce serait aussi plutôt à la région, et peut-être aussi à la région Occitanie, si Jean-Christophe peut répondre. C'est de dire, est-ce que vous allez lancer des démarches pour éco-concevoir les services numériques? Parce que dans l'éco-conception des services numériques, quand on regarde les bonnes pratiques, sur 80 bonnes pratiques du référentiel général d'éco-conception des services numériques qui a été repris par l'ARCEP, il y en a 19 sur le UX/UI. Et en fait, si on me demandait de résumer tous les référentiels d'éco-conception avec 500 bonnes pratiques pour celui d'INR, par exemple, je dirais, mettez les UX/UI dans la boucle dès les premiers échanges avec le client. Alors ce serait dommage de résumer qu'à ça, sinon on n'aurait pas fait 500. Mais sincèrement, c'est quand même fondamental et ça marche. Je vais commencer. Merci beaucoup pour vos propos. C'est pas forcément toujours simple, hein, c'est une aventure, c'est une urbanisation nous, qui a maintenant 30 ans. Hein, ça veut dire que c'est des choix de grands chefs de l'époque, hein, de tout urbaniser, d'avoir un seul data center, puis un data center de secours, tout en centrale, que toutes nos applis soient en centrale et pas délocalisées pour des raisons de sécurité. C'est parfois aussi des contraintes en termes de performance, mais vous l'avez compris, c'était quand même aussi des fortes contraintes budgétaires. On est un service public, moi je suis gendarme, je suis naturellement citoyen, je suis naturellement contribuable, et donc je suis très heureux d'essayer de faire une saine dépense des deniers publics. Maintenant, ça marche avec de l'internalisation, c'est-à-dire c'est quand même beaucoup d'efforts. Hein. On est 100 000 gendarmes, on a à peu près 1200 techniciens et experts IT pour développer ça. Ça paraît pas beaucoup, mais il faut quand même les former. On a un centre de formation en interne et on n'a pas le choix parce que globalement, le budget IT de la gendarmerie, si j'enlève ces 1200 techniciens, c'est à peu près 100 millions par an, tout confondu, hébergement d'applications, développement d'applications, c'est 1 000 € par gendarme. Donc un ordinateur, moi, il faut qu'il me coûte pas plus de 150 € par an. S'il coûte plus de 150 € par an, je ne sais pas en payer aux 100 000 gendarmes. Voilà, le critère, il est simple, ça paraît pas beaucoup, mais quand vous avez 4 000 unités et qu'une brigade me dit pourquoi tu peux pas me payer un abonnement Internet, chez Orange, ça coûte 30 €, ben, chez Orange, ça coûte 30 €, mais je fais x 4 000 et je ne sais pas le payer. Donc en fait, c'est vraiment une contrainte très forte qui nous a entraînés dans cette aventure. Pour rebondir sur les autres de vos sujets, je suis là, moi, aujourd'hui, je suis commandant de la région de gendarmerie Occitanie et je suis naturellement pas sur un poste technique. Il se trouve que ça fait qu'un mois que j'ai pris mes fonctions et que j'étais conseiller numérique et cybersécurité du directeur de la gendarmerie jusqu'au 1er septembre. Et donc, j'ai effectivement un peu de recul sur cette technique sur cette technologie ou ce domaine pour vous en parler. Je suis là a priori pour 3 ans, sauf si je fais une bêtise et qu'on me jette, mais j'espère pas naturellement. En tout état de cause, pendant les 3 prochaines années, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous et vous apporter mon témoignage ou vous aider vos réflexions. J'ai surtout tout un tas de contacts en centrale pour venir vous aider ou vous faire venir des intervenants dans les différents domaines si vous le jugez utile. Pour le campus de la région Occitanie, je crois qu'on n'y est pas encore. On est effectivement au grand campus de la Défense où on a créé un commandement cyber de la gendarmerie mais qui est devenu du ministère de l'Intérieur, qui est au campus de la Défense. On est au campus cyber tout récent de Lille où on a créé une école cyber pour les gendarmes et les policiers, pour les sensibiliser, etc. Et donc, effectivement, on peut travailler ensemble pour être plus présent ou en tout cas venir vous voir régulièrement sur le campus cyber de la région Occitanie. Mais je suis en très bonne relation également avec mes camarades gendarmes de la région Nouvelle-Aquitaine et je serais ravi, c'est pas très loin, de venir vous voir si d'aventure il y en avait besoin. Alors, juste un tout petit point de précision, la cyber faisait partie. Il y a une convention qui a été signée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois maintenant, entre les régions et la gendarmerie. Et la cyber fait partie des éléments prioritaires, pour une raison très simple. Alors, vous êtes un tout petit peu modeste parce qu'en fait, quand moi j'ai voulu des contacts en centrale Place Beauvau,
on m'a donné un nom, ça a été le vôtre, et c'est vous que j'avais rencontré à l'époque, il y a quelques mois, donc dans votre autre affectation. Et pour la petite anecdote, le matin même où je vous rencontrais, j'ai reçu un mail m'annonçant que j'avais été pris en flagrant délit de, de recherche sur des sites de pédopornographie. Et pour le coup, il était signé par le patron, le patron du ComCyber, par le général Baugé. Donc en fait, au début, j'ai quand même eu un doute en me disant, je vois général Baugé, je me dis, ah, ça va être le rendez-vous de tout à l'heure. Et en fait, pas du tout, ça n'avait rien à voir. C'était bien le fameux spam. Mais moi, j'ai pas envoyé de chèque, hein, je tiens à rassurer tout le monde. Voilà. Non, juste sur... donc voilà, je vais quand même faire ce petit point, parce que déjà, bienvenue en Occitanie. J'en profite. Mais au-delà de ça, on a la chance d'avoir quelqu'un qui comprend réellement les enjeux sur le numérique responsable et sur la cybersécurité en Occitanie. Et donc voilà, c'est une chance que je pense que collectivement on va pouvoir saisir, quitte à vous harceler. On a le temps pour une toute dernière petite question, si jamais. Là. Marche, hein? Ouais. Ça élargit un peu le débat, mais en fait, c'est juste en pleine actualité. Et on a parlé de la cybersécurité qui sortait un peu juste des aspects informatiques. Et on voit aujourd'hui que l'usage de matériel, et donc c'est plutôt pour une question pour vous, Général, pouvait recouvrir un réel risque. Hein, on le voit à travers... voilà. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'on s'en soucie? Aujourd'hui, on est tous utilisateurs de smartphones. Et est-ce que finalement, être utilisateur de smartphone, être utilisateur d'un ordinateur, ça peut recouvrir un réel risque? Aujourd'hui, je vais vous dire non et je ne veux pas semer la panique. Non, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Maintenant, effectivement, dans les cyberattaques, peut-être dans 5 ou 10 ans, en plus des sondes de détection d'intrusion et différents EDR ou équipements qu'on pourrait avoir, on aura sans doute des sondes pour mesurer la température de batterie, etc. Et de façon un peu plus performante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les sondes de performance, par exemple, la puissance d'un CPU, c'est juste les administrateurs d'applications qui les regardent pour voir si le serveur rame pas. Demain, ce sera peut-être un indicateur de cyber, sans doute. Aujourd'hui, pour revenir sur l'attaque à laquelle vous faites référence, c'est une attaque qui, pour moi, n'est pas une attaque cyber. C'est-à-dire que ça a été déclenché par le cyber, mais si vous voulez, depuis des années, on s'ait déclenché une bombe à distance avec un SMS ou un téléphone. C'est du même niveau. J'allais dire le génie, malheureusement, ça a fait beaucoup de victimes, mais de ceux qui ont conçu en fait, cette chose-là, c'est que dès le début, ils ont fait modifier des équipements. Alors, est-ce qu'ils ont détourné du stock, qu'ils ont modifié des équipements? Est-ce qu'ils ont réussi à aller au moment de la fabrication pour mettre des choses et des charges, notamment dans les équipements? Est-ce que ce que certains ont pu dire, et qui est peut-être vrai, je ne sais pas, ils ont créé une société de toutes pièces pour répondre à un appel d'offres et pour vendre des produits à différents États, ce qui est possible aussi. On est face à un État qui est en guerre depuis sa création, qui a une armée redoutable, qui a des services de renseignement redoutables. Sans doute, pour l'instant, eux seuls savent comment ils ont fait, mais clairement, les équipements ont été modifiés. Alors maintenant, oui, il y a lieu de faire attention sur ce qu'on utilise et d'où on le fait venir. Je pense que, notamment sur les objets connectés, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup d'objets chinois, ils n'ont absolument aucune sécurité. J'ai rien contre les objets chinois. Moi, quand je les utilise à la maison, ils valent quelques euros, mais j'ai absolument rien de sensible dessus. Et puis, si j'ai une photo de moi qui sort dans mon salon, ça m'est égal. Ceci étant, quand on l'utilise pour la gendarmerie, par exemple, eh ben, on doit maîtriser ce qui rentre, ce qui sort, les données sensibles, les données personnelles, les données d'enquête, etc., les données médicales au besoin. Et donc, il faut qu'on fasse assez attention à l'origine de nos produits, mais on a quand même, je veux dire, en Europe et avec des pays avec lesquels on a quand même un petit peu confiance, matière aujourd'hui à acheter quand même des équipements pour lesquels on peut avoir cette confiance. Et après, on peut faire de la rétro-ingénierie, comme ça a été dit, notamment avec le logiciel libre, pour analyser du code. C'est sans doute aussi des compétences qu'il faut développer pour éviter que ça nous arrive. Merci à tous les trois, merci à tous et toutes.